En 1863, dans les bayous brumeux de la Louisiane, un acte de mariage fut enregistré qui glacerait le sang de quiconque en prendrait connaissance aujourd'hui. Cornelius Thibodeau, patriarche de 67 ans, épousa sa propre petite-fille Blanche, âgée de 16 ans à peine. Ce document, conservé dans les archives paroissiales de Saint-Jean-Baptiste, porte encore les traces de sang qui ont coulé pour sceller ce pacte maudit. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Cette histoire que nous allons vous raconter s'appuie sur des documents authentiques retrouvés dans les archives louisianaises. Et vous allez comprendre pourquoi certains secrets de famille auraient dû rester enterrés à jamais. L'histoire que nous allons vous révéler aujourd'hui dévoile l'un des scandales les plus sombres du Sud américain, une affaire qui implique non seulement l'inceste et le meurtre, mais également une société secrète dont les rituels ancestraux ont transformé une plantation prospère en un véritable cimetière familial. Les brumes matinales s'accrochaient aux cyprès centenaires qui bordaient la plantation Belmont, située à quelques lieues au sud de la Nouvelle-Orléans, dans la paroisse de Saint-Charles. Cette propriété de 3000 arpents, établie au début du XVIIIe siècle par les premiers colons français, incarnait tout le faste et la décadence de l'aristocratie créole louisianaise. La demeure principale, construite en 1742, se dressait majestueusement au bout d'une allée bordée de chênes verts dont les branches entremêlées formaient une voûte naturelle. Ces colonnes doriques blanches, noircies par l'humidité persistante du bayou, soutenaient un large balcon à l'étage où des fauteuils en osier témoignaient encore d'un luxe révolu. Les volets verts, écaillés par les années, battaient doucement au vent, chargés du parfum entêtant des magnolias et de quelque chose de plus lourd, de plus inquiétant. En cette année 1863, la guerre civile faisait rage depuis 2 ans déjà. Le blocus naval de l'Union étranglait l'économie sudiste et les plantations louisianaises, jadis prospères grâce au commerce du coton et de la canne à sucre, se trouvaient au bord de la ruine. Les routes commerciales vers l'Europe étaient coupées. Les esclaves fuyaient vers les lignes nordistes, et les familles aristocrates voyaient leur fortune séculaire s'évaporer comme la brume matinale sur le Mississippi. Cornelius Thibodeau, le maître de Belmont, appartenait à cette ancienne noblesse créole qui avait façonné la Louisiane française. Sa famille était arrivée avec les premiers colons de John Law et avait prospéré sous la domination française, puis espagnole, avant de s'adapter tant bien que mal à l'administration américaine. Les Thibodeau étaient connus dans toute la région pour leur fierté, leur richesse, mais aussi pour certaines excentricités que les gens du bayou préféraient ne pas évoquer après la tombée de la nuit. La plantation employait autrefois plus de 200 esclaves, qui travaillaient dans les champs de canne à sucre et dans la raffinerie que Cornelius avait fait construire près de la levée du fleuve. La sucrerie, avec sa haute cheminée de briques rouges, crachait jadis une fumée noire qui annonçait la prospérité à des milles à la ronde. Mais en 1863, les fours étaient éteints, les champs à l'abandon, et seule une poignée de serviteurs âgés demeurait encore fidèles à la famille. L'atmosphère de la région était chargée d'une tension particulière. Les créoles louisianais, catholiques pour la plupart, entretenaient des traditions ancestrales, mêlant la foi chrétienne aux croyances africaines apportées par les esclaves et aux superstitions des Acadiens déportés. Cet syncrétisme religieux avait donné naissance à des pratiques secrètes, à des sociétés fermées qui perpétuaient des rituels dont l'origine se perdait dans la nuit des temps. Cornelius lui-même était un homme imposant, mesurant plus de 6 pieds de hauteur, avec des cheveux blancs toujours soigneusement peignés et une barbe taillée à la mode d'autrefois. Ses yeux d'un bleu délavé conservaient encore l'éclat dur de l'autorité, mais son visage creusé et ses mains tremblantes trahissaient les ravages de l'âge et des soucis financiers. Veuf depuis 10 ans, il avait consacré toute son énergie à préserver le patrimoine familial. Mais la guerre était en train de ruiner tous ses efforts. La société créole de l'époque fonctionnait selon des codes rigides, hérités de l'ancien régime français. Les mariages étaient arrangés pour préserver les fortunes.
Les secrets de famille se transmettaient de génération en génération, et l'honneur du nom primait sur toutes les considérations morales. Dans ce contexte, les unions consanguines, bien qu'officiellement condamnées par l'Église, étaient parfois tolérées dans l'aristocratie pour maintenir la pureté du sang et éviter la dispersion des biens. C'est dans ce contexte tendu que survint, au printemps 1863, un événement qui allait bouleverser à jamais l'équilibre précaire de Belmont. Blanche Thibaudeau, orpheline de 16 ans, vivait à la plantation depuis la mort tragique de ses parents l'année précédente. Son père, Augustin Thibaudeau, fils aîné de Cornélius, était mort dans des circonstances troubles lors d'un voyage d'affaires à la Nouvelle-Orléans. Sa mère, Céleste, née Boudreau, avait succombé quelques semaines plus tard à une fièvre mystérieuse qui l'avait emportée en 3 jours. Blanche était une jeune fille d'une beauté saisissante, avec les cheveux noirs et les yeux verts, caractéristiques des créoles. Élevée dans le raffinement, elle parlait parfaitement français et anglais, jouait du piano et brodait avec une habileté remarquable. Mais depuis la mort de ses parents, une mélancolie profonde s'était emparée d'elle. Elle passait des heures entières sur le balcon de sa chambre, regardant fixement les cyprès du bayou comme si elle cherchait quelque chose dans leurs ombres mouvantes. Le matin du 15 avril 1863, Cornélius fit appeler sa petite fille dans son bureau, une pièce sombre aux murs tapissés de livres reliés cuir et de documents jaunis par le temps. Sur son bureau d'acajou massif s'étalaient des papiers couverts d'une écriture serrée, des seaux de cire brisés et une série de registres aux reliures défraîchies. « Ma chère Blanche » commença-t-il d'une voix qui se voulait paternelle, mais où perçait une note d'urgence. « J'ai découvert dans les archives familiales un document de la plus haute importance. Un testament rédigé par votre arrière-grand-père, Henri-Baptiste Thibaudeau, en 1782. Il lui tendit un parchemin jauni dont l'encre pâlie était encore lisible. Le document, rédigé en français archaïque, stipulait une clause extraordinaire. Pour préserver l'intégrité du domaine familial en cas de crise majeure, le chef de famille pourrait contracter union avec sa descendante directe à condition que celle-ci soit orpheline et que la lignée soit menacée d'extinction. Votre arrière-grand-père était un homme prévoyant, poursuivit Cornélius en caressant sa barbe blanche. Il avait prévu les troubles qui pourraient secouer notre Louisiane. Aujourd'hui, avec cette guerre maudite qui ruine le Sud, nous nous trouvons exactement dans la situation qu'il redoutait. Blanche resta silencieuse, ses yeux verts fixés sur le parchemin. Elle comprenait parfaitement les implications de ce qu'elle lisait, mais une partie d'elle refusait d'accepter la réalité de la proposition de son grand-père. « Comprenez bien, ma chère enfant, » continua le vieil homme en se penchant vers elle, « ce mariage ne serait que nominal, une formalité légale destinée à sauver notre patrimoine. Les créanciers nordistes ne pourront pas saisir les biens d'une épouse, et cette union nous permettra de traverser la tempête. » Mais il y avait dans ses yeux une lueur que Blanche ne parvenait pas à déchiffrer, quelque chose qui dépassait largement les considérations financières. Plus tard, elle se souviendrait de ce regard et y verrait le premier signe de l'horreur qui allait s'abattre sur Belmont. Cette nuit-là, Blanche ne parvint pas à trouver le sommeil. Depuis sa chambre, elle entendait des bruits étranges venant du rez-de-chaussée, des pas feutrés, des chuchotements, et parfois un son métallique, comme si l'on déplaçait des objets lourds. Lorsqu'elle osa regarder par la fenêtre, elle aperçut des silhouettes encapuchonnées qui se dirigeaient vers les anciens quartiers des esclaves, portant des lanternes dont la lueur vacillante créait des ombres dansantes sur les murs de la plantation. Les jours qui suivirent cette révélation furent marqués par une transformation subtile mais inquiétante de l'atmosphère à Belmont. Cornélius, habituellement distant et préoccupé par ses affaires, commença à manifester envers sa petite fille une attention dérangeante. Il insistait pour qu'elle l'accompagne lors de ses promenades matinales dans la propriété, lui offrait des bijoux ayant appartenu à sa défunte grand-mère, et passait de longues heures à lui raconter l'histoire familiale avec un détail obsessionnel. « Notre famille, ma chère Blanche, » lui disait-il en arpentant la galerie couverte, « appartient à une lignée exceptionnelle.
Les Thibaudeau ne sont pas seulement des planteurs, nous sommes les gardiens de traditions ancestrales qui remontent aux premiers temps de la colonisation française. Votre arrière-grand-père, Henri Baptiste, était membre de la Société de l'Harmonie éternelle, une confrérie secrète fondée par les premiers colons pour préserver les véritables valeurs de notre civilisation créole. Il s'arrêtait souvent devant le portrait de cet ancêtre, peint vers 1780 par un artiste de la Nouvelle-Orléans. L'homme représenté avait les mêmes yeux perçants que Cornelius, mais son expression révélait une dureté, une cruauté même, que le temps et les conventions sociales n'avaient pas réussi à édulcorer. Henri Baptiste comprenait que pour maintenir la pureté de notre sang et la prospérité de nos terres, il fallait parfois prendre des décisions que les esprits faibles qualifieraient d'extrêmes. Continuait Cornelius, ses doigts caressant distraitement un médaillon d'or qu'il portait toujours au cou. Mais nous, les Thibaudeau, nous avons toujours eu le courage de nos convictions. Blanche écoutait ces récits avec un malaise croissant. Elle avait grandi à Belmont et connaissait les légendes qui entouraient sa famille, mais jamais elle n'avait entendu parler de cette mystérieuse société secrète. Plus troublant encore, elle commençait à remarquer certains détails de la propriété qui avaient échappé à son attention d'enfant. Dans la cave de la maison principale, accessible par un escalier de pierre humide, se trouvaient des pièces qu'elle n'avait jamais explorées. En descendant un soir chercher une bouteille de vin à la demande de son grand-père, elle découvrit une porte de chêne massif, fermée par un cadenas ancien. À travers les fissures du bois, elle entrevit une lueur rougeâtre et entendit un bourdonnement sourd, comme si quelque chose vivait dans cette pièce secrète. Les serviteurs également se comportaient de manière étrange. Tante Eugénie, la vieille cuisinière qui avait élevé Blanche après la mort de sa mère, évitait désormais son regard et murmurait des prières créoles chaque fois que la jeune fille entrait dans la cuisine. Séraphin, le majordome métis qui servait la famille depuis 40 ans, sursautait au moindre bruit et regardait constamment par-dessus son épaule comme s'il craignait d'être épié. Un soir de fin avril, alors que Blanche brodait dans le salon, elle entendit Cornelius recevoir des visiteurs. Les voix lui parvenaient étouffées à travers les cloisons, mais elle reconnut l'accent créole caractéristique et quelques mots qui la glacèrent d'effroi. Purification du sang, sacrifice nécessaire, continuation de la lignée sacrée. Lorsqu'elle tenta de s'approcher pour mieux entendre, les voix se turent instantanément et elle entendit les pas de son grand-père se diriger vers le salon. « Ma chère enfant », dit-il en entrant, son visage éclairé par un sourire qui ne parvenait pas à masquer une tension inquiétante. « J'ai de bonnes nouvelles. J'ai consulté plusieurs notables de la région au sujet de notre arrangement. Tous s'accordent à dire que dans les circonstances actuelles, cette union est non seulement acceptable, mais nécessaire pour préserver l'héritage de notre famille. » Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle et prit ses mains dans les siennes. Ses doigts étaient glacés malgré la tiédeur de la soirée printanière. « Nous célébrerons les fiançailles la semaine prochaine et le mariage aura lieu le 1er juin. J'ai déjà fait faire votre robe par la meilleure couturière de la Nouvelle-Orléans. Vous serez la plus belle mariée que Belmont ait jamais connue. » Cette nuit-là, Blanche fut réveillée par des chants étranges qui semblaient venir de partout et de nulle part à la fois. Ce n'était ni français, ni anglais, ni même le créole qu'elle connaissait, mais quelque chose de plus ancien, de plus primitif. Elle se leva et alla à la fenêtre, mais ne vit que les cyprès immobiles sous la lune gibbeuse. Pourtant, les chants continuaient, mêlés au coassement des grenouilles et au ululement des hiboux. Le lendemain matin, elle découvrit dans le jardin des traces troublantes, des cercles de terre fraîchement retournés, des bougies consumées, plantées selon un motif géométrique précis, et au centre de cette disposition, une tache sombre sur l'herbe qui ressemblait étrangement à du sang séché. Les préparatifs du mariage commencèrent aussitôt avec une précipitation qui ne laissait aucune place à l'hésitation ou au repentir. Cornelius avait convoqué le père Boudreau, un prêtre âgé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, connu pour sa discrétion et son pragmatisme face aux arrangements peu orthodoxes de l'aristocratie créole. L'homme d'église,
petit et voûté, aux yeux chassieux et aux mains tremblantes, accepta de célébrer la cérémonie moyennant une donation substantielle pour les œuvres paroissiales. « Mon fils, dit-il à Cornélius lors de leur entretien privé dans le bureau, l'Église ne peut approuver officiellement ce type d'union, mais en ces temps troublés, nous devons parfois fermer les yeux sur certaines irrégularités pour le bien des familles. J'exigerai néanmoins que la cérémonie soit discrète, sans faste, et que les époux s'engagent par écrit à respecter la chasteté. » Cornélius acquiesça avec un sourire qui inquiéta le prêtre. Il y avait dans cette expression quelque chose de carnassier, comme si le vieil homme savourait secrètement une plaisanterie que lui seul comprenait. « Bien entendu, mon père, notre union n'aura d'autre but que la préservation du patrimoine familial. Vous pouvez compter sur ma parole d'honneur. » Mais ce que le prêtre ignorait, c'est qu'à la même époque, Cornélius recevait des visites nocturnes de plus en plus fréquentes. Ces hommes, toujours encapuchonnés, arrivaient par petits groupes après minuit et se rassemblaient dans les anciens quartiers des esclaves, dans une bâtisse de briques rouges que l'on appelait autrefois la chapelle, bien qu'aucun symbole chrétien n'y fût visible. Blanche, que la curiosité et l'angoisse tenaient éveillée, avait pris l'habitude d'observer ces rassemblements depuis sa fenêtre. Elle comptait généralement une douzaine d'hommes, tous âgés, qui portèrent des robes sombres ornées de symboles qu'elle ne parvenait pas à distinguer dans l'obscurité. Leur rituel durait plusieurs heures, ponctué de mélopées gutturales et de fumées colorées qui s'échappaient de la cheminée de la chapelle. Un matin, poussée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas elle-même, Blanche décida d'explorer cette mystérieuse bâtisse. Elle attendit que son grand-père se rende à ses affaires dans la sucrerie abandonnée, puis se faufile discrètement vers les anciens quartiers des esclaves. La chapelle était plus ancienne que la maison principale, construite selon un style architectural qui mélangeait les influences françaises, espagnoles et africaines. Ses murs de briques rouges étaient recouverts de mousse et d'humidité, et ses fenêtres, autrefois ornées de vitraux, étaient maintenant obstruées par des planches clouées de l'intérieur. La porte principale, en chêne massif renforcé de ferrures forgées, était fermée par un cadenas moderne. Mais Blanche découvrit sur le côté une petite fenêtre dont un carreau était brisé. En se hissant sur la pointe des pieds, elle parvint à regarder à l'intérieur. Ce qu'elle vit la fit reculer d'horreur. L'intérieur de la chapelle était aménagé comme un temple païen. Au centre de la pièce se dressait un autel de pierre noire, entouré de symboles gravés dans le sol et peints sur les murs avec une substance rougeâtre qui ne pouvait être que du sang. Sur l'autel reposaient des objets qu'elle n'osait identifier, des crânes humains, des ossements, des couteaux aux lames courbes et des livres reliés en cuir dont les couvertures portaient des inscriptions dans une langue inconnue. Mais le plus terrifiant était un portrait accroché au mur du fond représentant un groupe d'hommes en robe noire posant devant la plantation Belmont. Au centre du groupe, elle reconnut sans peine son arrière-grand-père, Henri-Baptiste Thibaudeau, mais plus jeune que sur le portrait du salon. À ses côtés se tenait une douzaine d'hommes au regard dur, et tous portaient au cou le même médaillon que Cornélius arborait constamment. En examinant attentivement le tableau, Blanche remarqua quelque chose qui la glaça jusqu'aux os. En arrière-plan, près des cyprès qui bordaient la propriété, on distinguait une procession de silhouettes plus petites, des femmes et des enfants enchaînés qui semblaient se diriger vers une fosse ouverte. Et dans cette fosse, elle entrevit des formes humaines déjà allongées, immobiles. Elle recula précipitamment de la fenêtre, le cœur battant à se rompre, et faillit percuter son grand-père qui se tenait derrière elle, silencieux comme une ombre. « Ma chère Blanche, dit-il d'une voix d'une douceur glaciale, la curiosité est un défaut que les femmes de notre famille ont toujours eu du mal à contrôler. Votre grand-mère Mathilde était exactement comme vous. Hélas, cette curiosité l'a menée dans des endroits où elle n'aurait jamais dû s'aventurer. » Il posa une main sur son épaule et Blanche sentit la force de ses doigts à travers le tissu de sa robe. « Venez, mon enfant. Il est temps que vous compreniez vraiment quelle est votre destinée dans cette famille. Ce soir, vous assisterez à votre première cérémonie d'initiation. » Cette nuit-là,
Contre sa volonté mais incapable de résister à l'autorité implacable de son grand-père, Blanche fut conduite dans la chapelle secrète. Elle portait une robe blanche que Cornelius avait fait confectionner spécialement pour l'occasion, une tunique simple mais élégante qui lui donnait l'apparence d'une vestale antique. L'intérieur de la bâtisse était éclairé par des dizaines de bougies noires disposées en cercle concentrique autour de l'autel central. L'atmosphère était suffocante, chargée d'encens et d'une odeur plus prenante que Blanche ne parvenait pas à identifier. Les 12 membres de la confrérie étaient présents, leurs visages dissimulés sous des capuchons sombres, mais elle reconnut certaines voix. Maître Boudreau, le notaire de la paroisse, Docteur Landry, le médecin de la famille, et même Juge Trosclair, le magistrat respecté de Saint-Jean-Baptiste. « Mes frères », commença Cornelius d'une voix solennelle qui résonna dans l'espace confiné de la chapelle, ce soir marque un tournant dans l'histoire de notre confrérie. Depuis plus d'1 siècle, la Société de l'Harmonie éternelle a œuvré dans l'ombre pour préserver la pureté de notre race et la prospérité de nos terres. Nos ancêtres ont compris que certains sacrifices étaient nécessaires pour maintenir l'équilibre des forces qui régissent notre monde. Il fit un geste vers l'autel où reposaient les crânes et les ossements que Blanche avait aperçus le matin. Ces restes appartiennent aux premiers initiés de notre société, des hommes courageux qui ont accepté de donner leur vie pour sceller les pactes qui protègent nos familles depuis des générations. Mais leur sacrifice ne peut porter ses fruits que si la lignée sacrée se perpétue selon les rites ancestraux. Un des hommes encapuchonnés s'avança et posa sur l'autel un livre relié en cuir noir. Blanche reconnut avec horreur que la reliure n'était pas en cuir de veau ou de mouton, mais en peau humaine, tannée et travaillée avec un art macabre. « Le Codex Sanguineus », murmura Cornelius avec une révérence presque religieuse. Rédigé par Henri-Baptiste Thibaudeau lui-même, contient tous les secrets de notre confrérie. Les formules pour assurer la fertilité des terres, les incantations pour éloigner les fléaux, et surtout, les conditions précises pour maintenir l'alliance entre notre lignée et les forces obscures qui nous protègent. Il ouvrit le livre à une page marquée d'un signet de soie rouge, et Blanche aperçut des diagrammes complexes illustrant des actes d'une nature si répugnante qu'elle détourna instinctivement le regard. L'union consanguine, continua Cornelius, n'est pas seulement un moyen de préserver les biens familiaux. C'est un rituel sacré qui renforce les liens mystiques entre notre sang et la terre de Belmont. Chaque génération doit accomplir ce sacrifice pour renouveler le pacte. Mon arrière-grand-père épousa sa nièce, mon grand-père sa cousine, et mon père épousa sa demi-sœur. La voix de Cornelius se brisa légèrement sur ces derniers mots, et Blanche comprit soudain pourquoi certains membres de sa famille avaient toujours eu cette étrangeté dans le regard, cette instabilité mentale que les gens attribuaient aux excentricités de l'aristocratie créole. « Et moi, reprit le vieil homme en se ressaisissant, j'épouserai ma petite fille pour accomplir la volonté de nos ancêtres et assurer la continuité de notre pouvoir. » Mais ce qui glaça véritablement Blanche, ce ne fut pas cette déclaration qu'elle redoutait déjà, mais la suite des révélations de son grand-père. Bien sûr, certains obstacles se sont dressés sur notre route. Votre père, Augustin, avait développé des scrupules ridicules concernant nos traditions familiales. Il menaçait de révéler l'existence de notre confrérie aux autorités civiles et religieuses. Il fallait l'arrêter avant qu'il ne détruise l'œuvre de plusieurs générations. Le silence qui suivit ces paroles était si lourd que Blanche entendait les battements de son propre cœur résonner dans ses oreilles. Elle comprenait enfin la véritable cause de la mort de ses parents, et cette révélation la tétanisait d'horreur et de rage. Et votre mère, cette céleste au caractère si entêté, refusait de vous confier à mes soins. Elle parlait de vous emmener vivre chez sa sœur en Géorgie, loin de l'influence de notre famille. Il était impensable de laisser l'héritière de notre lignée échapper à sa destinée. Cornelius referma le livre et se tourna vers sa petite fille, son regard brillant d'une lueur fanatique. « Ne me regardez pas avec cette expression de reproche, ma chère enfant. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous, pour nous, pour la grandeur éternelle des Thibaudeau.
Dans quelques jours, vous deviendrez mon épouse, et nous accomplirons ensemble le rituel qui régénérera notre pouvoir pour les siècles à venir. » Il fit un geste, et 2 hommes encapuchonnés s'approchèrent de Blanche. Elle voulut crier, fuir, mais ses jambes ne lui obéissaient plus. Une terreur paralysante s'était emparée d'elle, renforcée par les fumées narcotiques qui emplissaient la chapelle. « N'ayez crainte », murmura Cornelius en caressant son visage avec une tendresse obscène. « Ce soir n'est qu'une préparation. Le véritable rituel aura lieu lors de notre nuit de noces. Alors, votre sang se mêlera au mien, et ensemble, nous donnerons naissance à une nouvelle génération de gardiens de Belmont. » Si cette histoire vous donne des frissons, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire ce que vous pensez qu'il va arriver à Blanche. Son destin est-il scellé ou parviendra-t-elle à échapper à cette folie meurtrière? À 23h30 précises, Blanche quitta sa chambre pour se diriger vers la chapelle secrète. Dans les couloirs sombres de Belmont, elle croisait les ombres des serviteurs qui se cachaient dans les recoins, terrifiés par ce qu'ils savaient devoir se produire cette nuit-là. Tante Eugénie, tapie dans l'office, fit un signe de croix en la voyant passer, murmurant une prière en créole pour l'âme de cet enfant qu'elle avait vu grandir. La nuit louisianaise était particulièrement oppressante ce 1er juin 1863. L'air chargé d'humidité semblait coller à la peau comme un linceul, et les cyprès centenaires bruissaient de murmures inquiétants sous une lune presque pleine. Au loin, les coassements des grenouilles et les cris des hiboux créaient une symphonie funèbre qui accompagnait les pas de Blanche vers son destin. La chapelle était illuminée par des centaines de bougies noires, disposées selon un motif géométrique complexe qui évoquait les anciens grimoires de sorcellerie. L'odeur de la cire mêlée à celle de l'encens et d'autres substances moins identifiables créait une atmosphère suffocante, presque narcotique. Les murs de briques rouges semblaient suinter une humidité rougeâtre qui, dans cette lumière dansante, ressemblait à du sang frais. Les 12 membres de la confrérie étaient présents, leurs visages dissimulés sous les capuchons traditionnels, formant un cercle parfait autour de l'autel de pierre noire. Blanche reconnaissait maintenant leurs silhouettes. Maître Boudreau, le notaire dont les mains tremblantes avaient signé tant d'actes de décès suspects. Docteur Landry, qui avait soigné toutes les femmes mortes mystérieusement dans les familles créoles. Juge Trosclair, dont les verdicts avaient toujours blanchi les crimes de l'aristocratie locale. Et bien d'autres piliers respectés de la société louisianaise. Cornelius, vêtu d'une robe de cérémonie brodée de fils d'or et ornée de symboles kabbalistiques, l'attendait près de l'autel. Le codex sanguineus était ouvert devant lui à la page du grand rituel, et ses yeux brillaient d'une fièvre mystique qui transformait son visage ridé en masque démoniaque. « Approchez-vous, ma bien-aimée », dit-il d'une voix théâtrale qui résonnait dans l'espace confiné. « L'heure est venue d'accomplir le destin qui vous attend depuis votre naissance. Ce soir, votre sang se mêlera au mien pour l'éternité, et votre sacrifice régénérera le pouvoir de notre lignée pour les siècles à venir. » Blanche s'avança d'un pas lent et mesuré, portant avec elle les objets rituels, le poignard à lame courbe, le calice d'argent noirci, la fiole de sang et le livre maudit. Dans la pénombre dansante des flammes, son visage avait acquis une pâleur de marbre qui accentuait encore l'éclat troublant de ses yeux verts. Mais ce que Cornelius et ses complices ne remarquaient pas, c'était l'étrange sérénité qui émanait de la jeune femme, comme si elle avait trouvé une paix profonde dans l'acceptation de ce qui allait suivre. « Mes frères, » commença Cornelius, en s'adressant à l'assemblée d'une voix vibrante d'émotions contenues, « ce soir marque l'accomplissement d'un cycle commencé il y a plus d'un siècle par nos vénérables ancêtres. Henri-Baptiste Thibaudeau et les fondateurs de notre confrérie ont scellé un pacte avec les forces obscures qui gouvernent cette terre. Depuis lors, chaque génération a payé le prix nécessaire pour maintenir notre prospérité et notre pouvoir. » Il tendit les bras vers les crânes et les ossements disposés sur l'autel, vestiges des précédentes victimes. « Voici les restes de nos mères, épouses, sœurs et filles qui ont donné leur vie pour notre grandeur. Leurs sacrifices n'ont pas été vains.
Regardez autour de vous les richesses qu'ils nous ont apportées, les terres fertiles qu'ils ont préservées, les ennemis qu'ils ont écartés de notre chemin. Un murmure d'approbation s'éleva de l'assemblée des hommes encapuchonnés. Certains se balançaient légèrement, comme en transe, récitant des litanies dans cette langue étrange que Blanche avait entendue lors des précédentes cérémonies. Cornélius prit le calice d'argent des mains de sa petite-fille épouse et le posa cérémonieusement sur l'autel, à côté d'un crâne féminin qu'elle reconnut avec horreur, comme pouvant être celui de sa propre grand-mère Mathilde. « Le rituel que nous allons accomplir ce soir, » continua-t-il en caressant le rebord du calice, « unit en lui l'amour charnel et la mort sacrée. L'union de nos sangs créera une nouvelle énergie spirituelle qui nourrira la terre de Belmont pour une génération entière. Et quand cette énergie s'affaiblira, dans 20 ou 30 ans, nos descendants sauront à leur tour accomplir leur devoir. » Il se tourna vers Blanche avec une expression de tendresse obscène qui révoltait la jeune femme jusqu'au tréfonds de son être. « Ma chère enfant, ma petite fille adorée, comprenez que ce que nous allons faire n'est pas de la cruauté, mais de l'amour. Un amour si profond, si absolu, qu'il transcende les tabous de la société ordinaire. Votre arrière-grand-père Henri-Baptiste a épousé sa nièce Marie-Louise dans cette même chapelle en 1812. Mon grand-père Aurélien s'est uni à sa cousine Germaine Philomène en 1838. Et mon propre père... » Sa voix se brisa légèrement, et Blanche vit passer dans ses yeux une ombre de folie qui expliquait bien des choses sur les tares héréditaires de la famille. Mon père a épousé ma demi-sœur Anastasie quand j'avais 12 ans. J'ai assisté à leur nuit de noces dans cette chapelle et j'ai vu comment l'amour véritable peut dépasser toutes les conventions morales. Un silence pesant s'installa dans la chapelle. Même les hommes de la confrérie semblaient troublés par ces révélations, comme s'ils prenaient soudain conscience de l'abîme de perversion dans lequel ils avaient sombré. Mais Cornélius reprit son discours avec une énergie renouvelée, comme galvanisée par ses propres souvenirs. « Blanche Thibaudot, ma petite fille et mon épouse devant Dieu et devant les puissances des ténèbres, acceptez-vous de donner votre vie pour la grandeur éternelle de notre famille? Acceptez-vous que votre sang jeune et pur vienne régénérer le mien, affaibli par l'âge et les soucis ?» Il prit dans ses mains le poignard rituel, dont la lame courbe scintillait dans la lumière des bougies. L'arme était d'une beauté sinistre, forgée selon des techniques anciennes et ornée de gravures qui représentaient des scènes d'union charnelle mêlées à des actes de violence rituelle. La jeune femme le regarda droit dans les yeux, et ce qu'il vit dans ce regard le troubla profondément. Il y avait là une détermination, une sérénité qui ne correspondait pas à ce qu'il attendait d'une victime terrifiée. « Oui, grand-père », répondit-elle d'une voix claire qui résonna dans toute la chapelle. « J'accepte de donner ma vie pour la famille, mais avant cela j'aimerais boire une dernière fois dans le calice de nos ancêtres pour honorer leur mémoire. » Cornélius sourit, visiblement ému par cette marque de respect filial. Il ne remarqua pas le geste discret par lequel Blanche sortit de sa robe le petit flacon de digital trouvé dans le secrétaire de sa grand-mère. « Bien sûr, ma chère enfant, voici le sang de Marie-Louise Thibaudot, votre ancêtre, conservé depuis plus de 50 ans dans nos reliquaires sacrés. En le buvant, vous vous unirez spirituellement à toutes les femmes de notre lignée qui ont accompli avant vous ce sacrifice suprême. » Il versa dans le calice le contenu de la fiole de sang coagulé, un liquide épais et noirâtre qui dégageait une odeur écœurante de fer et de décomposition. Pendant qu'il avait le dos tourné, Blanche vida rapidement le flacon de digital dans le calice, priant pour que le poison se mélange suffisamment au sang pour être indécelable. « Tenez, » dit Cornélius en lui tendant le calice, « buvez, et que l'esprit de nos ancêtres vous accompagne dans le passage vers l'éternité. » Blanche porta le calice à ses lèvres et fit semblant d'en boire une gorgée, se contentant d'humecter ses lèvres avec le mélange empoisonné. Le goût était abominable, métallique et âcre, mais elle parvint à conserver une expression sereine. « Maintenant, » murmura Cornélius en reprenant le poignard, « étendez-vous sur l'autel, ma bien-aimée. L'union sacrée va commencer. » Mais au lieu d'obéir,
Blanche recula d'un pas et leva la main pour réclamer le silence. « Avant de mourir, grand-père, j'aimerais que vous me disiez la vérité sur la mort de mes parents. Je sais que vous les avez tués, mais j'aimerais connaître les détails exacts. Une mourante a bien le droit de savoir pourquoi elle meurt, n'est-ce pas ?» Un murmure de surprise parcourut l'assemblée des hommes encapuchonnés. Personne ne s'attendait à ce que la victime posât des questions, surtout des questions aussi directes et embarrassantes. Cornelius hésita un moment, puis haussa les épaules avec un sourire cruel. « Après tout, pourquoi pas? Vous avez raison, ma chère, une mourante mérite de connaître la vérité. Votre père Augustin était devenu un problème. Il avait découvert l'existence de notre confrérie et menaçait de nous dénoncer aux autorités civiles et religieuses. Il parlait de crimes contre nature, de pratiques sataniques. Comme si un esprit vulgaire pouvait comprendre la grandeur de nos traditions ancestrales. Il fit quelques pas autour de l'autel, le poignard toujours à la main, visiblement ravi d'avoir un auditoire attentif pour ses confessions. Je l'ai fait empoisonner lors de son dernier voyage à la Nouvelle-Orléans. Docteur Landry, ici présent, il désigna l'une des silhouettes encapuchonnées, a préparé une substance qui simule parfaitement les symptômes d'une crise cardiaque. Augustin est mort dans sa chambre d'hôtel, officiellement victime de l'émotion causée par la guerre. Très poétique, n'est-ce pas? Il se tourna vers Blanche avec une expression de fierté perverse. Quant à votre mère, cette Céleste au caractère si entêté, elle refusait catégoriquement de vous confier à mes soins. Elle parlait de vous emmener vivre chez sa sœur en Géorgie, loin de l'influence de notre famille. Il était impensable de laisser l'héritière de notre lignée échapper à sa destinée. Son sourire devint encore plus cruel. Tante Eugénie, notre fidèle cuisinière, a ajouté dans sa tisane du soir une préparation à base de ciguë et de belladone. Céleste a agonisé pendant 3 jours, délirant et convulsant, avant de rendre son dernier souffle. Officiellement, elle est morte de la même fièvre qui emportait tant de gens à l'époque. Personne n'a posé de questions. Blanche encaissa ces révélations avec un calme qui impressionna même les membres de la confrérie. Sa respiration restait régulière, ses mains ne tremblaient pas, et son regard conservait cette intensité verte qui troublait tant son grand-père. « Je vois, » dit-elle simplement. « Et combien d'autres avez-vous tués au fil des années? Combien de femmes, d'enfants, de témoins gênants ?» Cornelius éclata de rire, un rire qui résonna sinistrement dans la chapelle. « Oh, ma chère enfant, nous avons perdu le compte, des dizaines, peut-être des centaines au cours des générations. Regardez autour de vous, chaque crâne sur cet autel représente une vie offerte pour notre grandeur. Chaque ossement est un trophée de notre détermination à préserver nos traditions. » Il s'arrêta devant un crâne particulièrement bien conservé, aux orbites encore ornées de lambeaux de cheveux noirs. Voici votre grand-mère Mathilde, par exemple. Une femme remarquable, très intelligente, mais qui avait le défaut de poser trop de questions. Comme vous, d'ailleurs. Elle avait découvert nos secrets et menaçait de tout révéler. J'ai été obligé de l'étouffer dans son sommeil, puis de faire croire à une crise cardiaque. Le docteur Landry a établi le certificat de décès sans même examiner le corps. Blanche sentit une vague de rage froide l'envahir, mais elle parvint à conserver son calme apparent. Et les autres femmes de la famille, mes tantes, mes cousines, toutes sacrifiées selon les besoins du rituel, répondit Cornelius avec un détachement effroyable. Certaines ont eu l'honneur de mourir sur cet autel comme vous allez le faire. D'autres ont été éliminées plus discrètement quand elles devenaient gênantes. Nous avons perfectionné nos méthodes au cours des décennies, poison lent, accidents arrangés, suicides truqués. L'aristocratie créole a toujours eu ses excentricités. Et la société préfère fermer les yeux plutôt que de poser des questions embarrassantes. Il caressa la lame du poignard avec une tendresse obscène. Mais vous, ma chère Blanche, vous aurez droit au traitement de faveur. Vous mourrez comme une reine sur l'autel de nos ancêtres, dans l'accomplissement du plus sacré de nos rituels. Votre sang nourrira la terre de Belmont. Et votre esprit rejoindra celui de toutes les femmes de notre lignée qui ont accompli avant vous ce sacrifice suprême. C'est à ce moment-là que Blanche jugea que le moment était venu d'agir. Elle avait obtenu tous les aveux qu'elle souhaitait,
et elle sentait que les premiers effets de la digitale commençaient à se manifester chez plusieurs membres de l'Assemblée qui avaient bu dans le calice empoisonné. « Grand-père », dit-elle d'une voix qui avait soudain perdu toute sa douceur pour devenir tranchante comme l'acier. « J'ai moi aussi une confession à vous faire. » Cornelius fronça les sourcils, intrigué par ce changement de ton. « Vraiment? Et que pourriez-vous avoir à confesser, ma pauvre enfant ?» Blanche sourit, et ce sourire glaça le sang de tous les hommes présents dans la chapelle. « Je pourrais confesser que j'empoisonne votre nourriture depuis 3 semaines avec de la digitale prélevée dans les médicaments de grand-mère Mathilde. Que vous êtes déjà mourant, et que votre cœur va s'arrêter dans les prochaines minutes. » Le visage de Cornelius se décomposa. Il porta instinctivement la main à sa poitrine, où il sentait effectivement des palpitations inhabituelles depuis plusieurs jours. « Je pourrais confesser, » continua Blanche d'une voix de plus en plus glaciale, « que j'ai également empoisonné le docteur Landry en trafiquant sa réserve de laudanum, le juge Trosclair en ajoutant de l'arsenic dans son tabac à priser et maître Boudreau en glissant de la strychnine dans son encrier. Ils vont tous mourir dans les prochaines heures. » Des gémissements de terreur commencèrent à s'élever de l'assemblée. Plusieurs hommes portaient la main à leur gorge ou à leur poitrine, sentant les premiers symptômes de l'empoisonnement. Mais surtout, dit Blanche en saisissant le poignard que Cornelius tenait d'une main maintenant tremblante, je pourrais confesser que je ne suis pas la victime innocente que vous imaginez. Je suis la vengeance de toutes les femmes que vous avez assassinées, et ce soir, la lignée maudite des Thibaudeau va s'éteindre à jamais. Avant que Cornelius ait pu réagir, Blanche s'empara du poignard rituel et, d'un geste vif et précis qu'elle avait répété mentalement des centaines de fois, elle lui planta la lame dans le cœur. Le vieil homme eut une expression de surprise totale, comme s'il ne parvenait pas à comprendre que sa petite-fille bien-aimée puisse se retourner contre lui avec une telle détermination. Il porta les mains à sa poitrine, regarda le sang qui coulait entre ses doigts, puis s'effondra sur l'autel de pierre avec un bruit sourd qui résonna dans toute la chapelle. Ses derniers mots furent un gargouillement incompréhensible, mélange de sang et de reproches. Les membres de la confrérie restèrent pétrifiés pendant quelques secondes, incapables de réaliser ce qui venait de se passer. La jeune fille en robe blanche, qu'ils considéraient comme une agnelle sacrificielle, venait de se transformer sous leurs yeux en ange exterminateur. Puis des cris de rage et d'indignation fusèrent de toutes parts. Plusieurs hommes se précipitèrent vers Blanche, mais elle n'avait pas terminé son œuvre de justice. Saisissant le calice d'argent dans lequel elle avait versé le poison, elle le brandit au-dessus de sa tête comme un trophée de guerre. « Mes chers oncles et cousins, » dit-elle d'une voix qui résonnait maintenant avec l'autorité d'un juge prononçant une sentence. « Vous vouliez boire le sang de la lignée sacrée? Eh bien buvez donc, mais sachez que ce sang porte en lui la malédiction de toutes les femmes que vous avez assassinées au nom de vos traditions impies. » Elle but elle-même une gorgée du liquide empoisonné, juste assez pour donner le change, puis lança le calice vers l'assemblée terrifiée. Dans leur affolement et leur soif de vengeance, certains hommes se précipitèrent pour récupérer le récipient, croyant pouvoir accomplir un ultime rituel de purification qui les protégerait de la malédiction qu'ils sentaient s'abattre sur eux. Le docteur Landry, déjà affaibli par le poison qu'il avait ingéré à son insu depuis des semaines, but une large gorgée du mélange mortel et s'effondra presque immédiatement, pris de convulsions violentes. Le juge Trosclair, reconnaissable à sa corpulence, tenta de s'emparer du calice, mais fut pris de vomissements sanglants qui tachèrent sa robe de cérémonie. Maître Boudreau, le notaire, s'écroula contre l'autel en murmurant des prières incohérentes, ses mains griffant frénétiquement les symboles gravés dans la pierre. Dans les minutes qui suivirent, le chaos s'installa complètement dans la chapelle. Cornelius agonisait sur l'autel, baignant dans son sang qui se mêlait à celui des anciennes victimes. Plusieurs membres de la confrérie commençaient à ressentir les effets mortels de la digitale, se tordant sur le sol de terre battu en poussant des gémissements d'agonie. L'odeur de la mort commençait à se mêler à celle de l'encens et des bougies qui continuaient à brûler, créant une atmosphère d'apocalypse.
Profitant de la confusion générale, Blanche s'échappa de la chapelle maudite. Mais contrairement à ce qu'elle avait laissé entendre, elle n'avait bu qu'une quantité infime du poison, juste assez pour ressentir quelques palpitations sans mettre sa vie en danger. Elle avait calculé chaque détail de son plan avec une précision diabolique. En courant vers la maison principale, elle croisa tante Eugénie qui l'attendait dans l'office, tremblante d'angoisse. « Mon Dieu, ma petite, qu'avez-vous fait ?» chuchota la vieille cuisinière en voyant les taches de sang sur la robe blanche de Blanche. « J'ai fait justice, tante Eugénie, » répondit la jeune femme avec un calme terrifiant. « J'ai rendu à ces hommes le mal qu'ils ont fait à notre famille pendant des générations. » Elle lui remit une épaisse enveloppe cachetée qu'elle avait préparée pendant la journée. Voici une lettre détaillée expliquant tous les crimes commis par la confrérie avec les preuves et les témoignages que j'ai rassemblés. Donnez cela au docteur Marigny dès qu'il arrivera demain matin. Et dites-lui de fouiller la cave de la maison et l'ancien cimetière près du bayou. Il trouvera des preuves qui confirmeront toutes mes accusations. Tante Eugénie prit l'enveloppe d'une main tremblante, comprenant enfin l'ampleur de ce qui s'était tramé dans sa propre cuisine pendant toutes ces années. « Et vous, ma petite, qu'allez-vous devenir ?» Blanche la regarda avec une expression où se mêlaient la satisfaction et une profonde lassitude. « Moi, je vais rejoindre mes parents, et toutes les femmes de cette famille qui sont mortes pour satisfaire la folie de ces hommes. Mais contrairement à elle, je meurs en ayant vengé leur mémoire. » Elle remonta dans sa chambre, celle où elle avait grandi, où elle avait rêvé d'un avenir différent avant de découvrir l'horrible vérité sur sa famille. Là, elle s'assit à son secrétaire et rédigea rapidement plusieurs lettres qu'elle adressa aux autorités civiles et religieuses, détaillant les crimes de la confrérie et révélant l'emplacement des preuves cachées dans la plantation. Une de ces lettres était particulièrement troublante, car elle révélait l'existence d'un réseau plus vaste de familles créoles impliquées dans des pratiques similaires. Blanche y mentionnait les noms de plusieurs plantations où des femmes mouraient régulièrement dans des circonstances suspectes et suggérait que la Société de l'Harmonie éternelle n'était qu'une branche locale d'une organisation beaucoup plus étendue. « Si je meurs cette nuit, » écrivait-elle, « que mon sacrifice serve au moins à révéler l'ampleur de cette corruption qui ronge l'aristocratie de notre belle Louisiane. Les femmes de ces familles maudites ont droit à la justice, même si elle arrive trop tard pour les sauver. » Puis elle s'allongea sur son lit de jeune mariée, encore vêtue de sa robe blanche tachée du sang de son grand-père, et avala le contenu d'un second flacon qu'elle avait dissimulé dans sa table de nuit. Cette fois, c'était une dose mortelle de ciguë, la même substance qui avait tué sa mère. Mais même dans ces derniers instants, Blanche conserva assez de lucidité pour écrire une dernière note, qu'elle laissa bien en évidence sur sa table de nuit. « Je meurs libre, et c'est plus que n'ont eu la plupart des femmes de ma famille. Que Dieu pardonne mes crimes, mais qu'il condamne éternellement ceux qui m'y ont poussé. La malédiction des Thibaudeau s'achève avec moi, et c'est ma plus belle victoire. » Le lendemain matin, à l'aube, le docteur Marigny arriva à Belmont en compagnie du shérif Boudreau et de 2 députés de la paroisse. Ce qu'ils découvrirent dépassait leur pire cauchemar. Dans la chapelle secrète, 11 cadavres gisaient dans des positions grotesques autour de l'autel profané. Cornelius Thibaudeau était mort poignardé, le codex sanguineus ouvert devant lui à la page du grand rituel. Les autres membres de la confrérie avaient succombé aux divers poisons que Blanche avait méthodiquement introduits dans leurs organismes au cours des semaines précédentes. Dans la maison principale, ils trouvèrent le corps de Blanche, paisiblement allongé sur son lit, les mains croisées sur sa poitrine comme une gisante médiévale. À côté d'elle reposait l'épaisse liasse de documents qu'elle avait préparés, contenant tous les détails de la conspiration familiale et les indications précises pour retrouver les preuves de leurs crimes. L'enquête qui suivit bouleversa toute la société créole louisianaise. En fouillant les caves et les dépendances de Belmont, selon les instructions de Blanche, les autorités firent des découvertes horrifiantes. Des bocaux contenant des organes humains conservés dans l'alcool, des journaux détaillant les meurtres commis sur plusieurs générations, des registres secrets répertoriant les victimes par nom et date de mort,
Et surtout, le cimetière clandestin dissimulé dans un bosquet de cyprès près du bayou. Ce cimetière révéla l'ampleur véritable des crimes de la famille Thibaudeau. Plus de 200 corps y étaient enterrés, dans des fosses communes ou individuelles, selon l'importance accordée à chaque victime. Les médecins légistes identifièrent des restes datant de différentes époques, confirmant que ces meurtres rituels se pratiquaient depuis au moins un siècle. Mais la découverte la plus troublante fut celle d'un caveau familial souterrain, accessible par un escalier secret depuis la cave de la maison principale. Ce caveau contenait les momies de plusieurs femmes de la famille, conservées selon des techniques ancestrales et disposées autour d'un autel central où avaient visiblement eu lieu d'autres cérémonies rituelles. Parmi ces momies, les enquêteurs identifièrent Mathilde Thibaudeau, la grand-mère de Blanche, dont le corps portait des traces évidentes de strangulation. Ils trouvèrent également les restes de Marie-Louise Thibaudeau, l'arrière-grand-mère dont le sang avait été conservé pour les rituels, et ceux de plusieurs autres femmes de la famille remontant jusqu'au XVIIIe siècle. Les autorités découvrirent aussi que Blanche n'avait pas menti concernant l'étendue de son plan de vengeance. En examinant les archives médicales et les registres mortuaires de la région, ils constatèrent qu'au cours des 6 mois précédant le massacre de la Chapelle, plusieurs hommes âgés de familles créoles étaient morts dans des circonstances suspectes, tous présentant des symptômes d'empoisonnement. Une correspondance secrète retrouvée dans la chambre de Blanche révéla qu'elle était en contact avec d'autres femmes de l'aristocratie louisianaise, toutes victimes de traditions familiales similaires. Ces lettres suggéraient l'existence d'une véritable conspiration féminine, dirigée contre les sociétés secrètes masculines qui terrorisaient les familles créoles depuis des générations. L'une de ses correspondantes, Marguerite Boudreau de la paroisse Saint-Martin, avait écrit à Blanche quelques semaines avant le massacre. « Ma chère cousine, nos plans avancent selon nos espérances. La famille Broussard a perdu 3 de ses anciens cette année, tous empoisonnés par leurs propres épouses ou filles. Les Landry de Terrebonne ont également subi des pertes importantes. Bientôt, il ne restera plus aucun de ces monstres pour perpétuer leur tradition abominable. » Cette lettre et plusieurs autres furent transmises aux autorités des paroisses concernées, qui découvrirent effectivement une série de morts suspectes parmi l'aristocratie créole. Mais aucune arrestation ne fut jamais effectuée, car la plupart des femmes impliquées dans cette contre-conspiration étaient déjà mortes, officiellement de maladie ou d'accident, mais probablement empoisonnées par les derniers membres survivants de leurs familles respectives. Le procès qui suivit ces découvertes ne put jamais avoir lieu, puisque tous les accusés étaient morts. Mais les révélations de l'affaire Thibaudeau entraînèrent une vague de scandales dans toute la Louisiane créole. Plusieurs familles aristocratiques furent contraintes à l'exil, leurs propriétés confisquées par l'État pour indemniser les familles des victimes identifiées. L'Église catholique, profondément embarrassée par l'implication du père Boudreau dans cette affaire, ordonna une enquête interne qui révéla que plusieurs prêtres de la région avaient fermé les yeux sur des pratiques douteuses moyennant des donations substantielles. Le diocèse de Bâton Rouge fut entièrement réorganisé et de nouveaux prêtres, venus directement de France, furent envoyés pour purifier les paroisses compromises. Mais l'aspect le plus troublant de toute cette affaire était la découverte progressive de l'ampleur du réseau criminel. En analysant la correspondance de Blanche et en recoupant les témoignages des serviteurs survivants, les enquêteurs établirent que la Société de l'Harmonie éternelle n'était qu'une cellule locale d'une organisation beaucoup plus vaste qui s'étendait sur tout le sud des États-Unis. Des connexions furent établies avec des familles de Caroline du Sud, de Géorgie, d'Alabama et même de Virginie, toutes pratiquant des variantes similaires de ces rituels sanglants. Les archives retrouvées dans le caveau secret de Belmont contenaient des correspondances datant du XVIIIe siècle, prouvant que ces sociétés secrètes s'étaient développées en parallèle dans toutes les régions où s'était établie l'aristocratie esclavagiste. Un document particulièrement révélateur, signé par Henri-Baptiste Thibaudeau en 1795, établissait les statuts d'une confédération des lignées pures qui regroupait plus de 50 familles à travers le Sud.
Cette organisation avait pour objectif de préserver la pureté du sang aristocratique par tous les moyens nécessaires, y compris l'élimination systématique des membres de la famille qui refusaient de se plier aux traditions consanguines. Le document révélait également l'existence d'un système d'échange entre les différentes cellules. Quand une famille manquait de victimes appropriées, elle pouvait emprunter des jeunes femmes à d'autres familles du réseau, officiellement pour des mariages arrangés, mais en réalité pour des sacrifices rituels. Cette découverte expliquait enfin le sort de plusieurs jeunes femmes de bonne famille qui avaient mystérieusement disparu au cours des décennies précédentes, officiellement parties se marier dans des plantations lointaines, mais en réalité livrées aux appétits sanguinaires de familles étrangères. Les enquêteurs découvrirent aussi que Blanche avait eu accès à des informations bien plus étendues qu'ils ne l'avaient d'abord imaginé. Dans sa correspondance secrète, elle mentionnait des contacts avec des femmes d'autres États, toutes engagées dans la même guerre souterraine contre les traditions meurtrières de leur famille. Une lettre de Cordelia Beauregard, de Charleston, datée de février 1863, était particulièrement explicite. « Ma chère Blanche, nos efforts portent leurs fruits. La famille Middleton a perdu 5 de ses anciens l'année dernière, tous empoisonnés par ma sœur Ophélia avec une discrétion remarquable. Les Rutledge commencent à soupçonner quelque chose, mais ils n'osent pas porter d'accusation officielle de peur de révéler leurs propres secrets. La guerre nous offre une couverture parfaite. Tous ces morts sont attribués aux tensions de l'époque. » Une autre lettre, signée Virginia Fitzhugh de Richmond, révélait l'existence d'un véritable manuel de techniques d'empoisonnement diffusé clandestinement entre les femmes du réseau. Les préparations à base de digital restent les plus efficaces pour simuler les crises cardiaques, mais attention au dosage qui doit être progressif pour éviter les soupçons. La strychnine mélangée au tabac à priser donne d'excellents résultats pour les hommes âgés. Quant à l'arsenic dans l'encre, c'est parfait pour les notaires et les hommes de loi qui ont l'habitude de lécher leurs plumes. Ces révélations jetèrent une lumière sinistre sur l'épidémie de morts suspectes qui avait frappé l'aristocratie sudiste dans les années précédentes et suivant la guerre civile. Ce que les historiens avaient attribué au stress de la guerre et aux difficultés économiques apparaissait maintenant comme une guerre souterraine méthodique menée par les femmes contre leurs oppresseurs. Mais la découverte la plus troublante fut celle d'un journal intime tenu par Blanche elle-même, retrouvé dissimulé dans une cache secrète de sa chambre. Ce document, rédigé sur plusieurs mois, révélait la véritable personnalité de la jeune femme et l'évolution de ses sentiments au fur et à mesure qu'elle découvrait l'horreur de son héritage familial. Les premières entrées, datées de l'été 1862, montraient une adolescente normale, préoccupée par ses robes et ses lectures romantiques. Mais à partir de septembre, le ton changeait radicalement. 15 septembre. J'ai trouvé dans les affaires de maman des lettres qui me glacent le sang. Elle savait. Elle savait ce qui m'attendait, et c'est pour cela qu'elle voulait m'emmener en Géorgie. Grand-père l'a tué pour m'empêcher de m'échapper. Je le hais de toute mon âme, mais je vais faire semblant de rien jusqu'à ce que je trouve le moyen de me venger. Plus loin, l'évolution de Blanche vers une vengeresse méthodique devenait évidente. 2 décembre, j'ai établi le contact avec Marguerite Boudreau. Nous ne sommes pas seuls. Partout dans le Sud, des femmes comme nous organisent la résistance. Elles m'ont appris comment préparer les poisons, comment simuler l'innocence, comment retourner contre nos bourreaux leurs propres armes. Je ne suis plus une victime, je suis un instrument de justice. La dernière entrée, datée du jour même de son mariage maudit, révélait toute l'ampleur de sa détermination. 1er juin 1863. Ce soir, je vais accomplir ce pourquoi je vis depuis des mois. Cornelius et ses complices vont payer pour tous leurs crimes. Mais surtout, ma mort va révéler au monde entier l'existence de ces pratiques abominables. D'autres femmes, dans d'autres familles, pourront peut-être échapper au sort qui m'attend. Mon sacrifice aura un sens. Ces révélations transformèrent complètement la perception publique de l'affaire Thibaudeau. Blanche cessa d'être vue comme une victime tragique pour devenir le symbole d'une résistance héroïque contre l'oppression patriarcale.
Des articles parurent dans les journaux du Nord, présentant son histoire comme un exemple de la corruption morale qui gangrénait la société sudiste. Ironiquement, cette notoriété posthume eut des conséquences inattendues. Plusieurs jeunes femmes de familles aristocratiques du Sud, inspirées par l'exemple de Blanche, se rebellèrent ouvertement contre leur famille, révélant publiquement l'existence de traditions similaires dans leur propre lignée. En 1864, pas moins de 15 familles de planteurs furent impliquées dans des scandales liés à des pratiques incestueuses ou à des meurtres rituels. La guerre civile, qui battait alors son plein, offrait une couverture parfaite pour ces révélations. L'opinion publique nordiste était ravie de découvrir de nouvelles preuves de la décadence morale de l'aristocratie sudiste. Mais la vengeance de Blanche ne s'arrêta pas à sa propre mort. Dans ses dernières lettres, elle avait pris soin de révéler aux autorités l'existence de plusieurs caches d'armes et de munitions que la confrérie avait constituées pour soutenir l'effort de guerre confédéré. Ces révélations permirent aux forces de l'Union de démanteler un réseau d'approvisionnement important, contribuant indirectement à la défaite du Sud. Plus troublant encore, les enquêteurs découvrirent que Blanche avait également dénoncé plusieurs familles créoles soupçonnées de collaboration avec les autorités fédérales. Ces dénonciations, qui semblaient motivées par la vengeance plutôt que par le patriotisme, entraînèrent l'arrestation et parfois l'exécution de plusieurs hommes qui n'avaient peut-être d'autre crime que d'appartenir au même milieu social que ses bourreaux. Cette face sombre de la personnalité de Blanche troubla profondément ceux qui avaient d'abord admiré son courage. Il devenait évident que la jeune femme n'était pas seulement une victime qui s'était défendue, mais une vengeresse impitoyable qui avait utilisé sa propre tragédie pour détruire systématiquement tout un pan de la société créole. Aujourd'hui encore, plus d'un siècle et demi après ces événements, l'affaire Thibaudeau continue de fasciner les historiens et les criminologues. La plantation Belmont, confisquée par l'État et vendue aux enchères, a changé de main plusieurs fois avant d'être finalement abandonnée dans les années 1920. Les ruines de la propriété se dressent toujours dans les bayous louisianais, envahis par la végétation tropicale et hantés par les souvenirs de cette nuit sanglante de juin 1863. La maison principale, bien que partiellement effondrée, conserve encore ses colonnes doriques et sa galerie couverte, témoin silencieux de la splendeur passée et de l'horreur qui s'y est déroulée. Quant à la chapelle secrète, elle fut détruite sur ordre des autorités ecclésiastiques en 1864, ses pierres dispersées et son emplacement délibérément oublié. Mais les guides locaux prétendent encore savoir où elle se trouvait, et certains touristes aventureux rapportent avoir trouvé des fragments de pierres noircies et des éclats d'ossements dans la végétation dense qui recouvre maintenant cet endroit maudit. Les registres paroissiaux conservent encore aujourd'hui les traces de cette tragédie. L'acte de mariage de Cornelius Thibaudeau et de Blanche Thibaudeau, daté du 1er juin 1863, suivi immédiatement par 12 actes de décès, datés du 2 juin. Cette concentration de morts dans une même famille attire régulièrement l'attention des chercheurs. Mais les autorités locales préfèrent généralement orienter leurs investigations vers d'autres sujets moins sensibles. Car l'affaire Thibaudeau a laissé des cicatrices profondes dans la société louisianaise. Plusieurs familles créoles de premier plan ont vu leur réputation définitivement ternie par les révélations de Blanche, et certaines lignées aristocratiques ont tout simplement disparu. Leurs derniers représentants préférant l'exil ou l'anonymat plutôt que de porter le poids de cet héritage maudit. Le plus troublant peut-être, c'est que certains documents suggèrent que l'histoire ne s'est pas arrêtée avec la mort de Blanche et de ses bourreaux. Des rapports de police datant des années 1900 mentionnent des disparitions inexpliquées dans les familles qui avaient survécu aux purges de 1863, comme si une malédiction continuait de s'abattre sur les descendants des membres de la Société de l'Harmonie éternelle. En 1912, exactement 50 ans après le massacre, 3 hommes âgés appartenant à d'anciennes familles créoles furent retrouvés morts dans des circonstances mystérieuses
tous présentant des symptômes d'empoisonnement par la digitale. Aucun coupable ne fut jamais identifié, mais les enquêteurs notèrent que les 3 victimes étaient des petits-fils ou arrière-petits-fils d'hommes qui avaient eu des liens avec la confrérie de Cornelius Thibodeau. Ces morts mystérieuses se répétèrent à intervalles réguliers, en 1924, en 1936, en 1948. Toujours des hommes âgés, toujours des descendants de familles impliquées dans les anciennes sociétés secrètes, toujours empoisonnés selon les mêmes méthodes que celles décrites dans la correspondance de Blanche. La dernière série de morts suspectes remonte aux années 1960, lors du centenaire du massacre de Belmont. Cette fois, ce furent 4 hommes qui périrent, tous arrière-petits-fils de membres de la Société de l'Harmonie éternelle. L'un d'eux, Jean-Baptiste Landry, descendant du docteur qui avait participé au meurtre rituel, fut retrouvé dans sa bibliothèque, mort, empoisonné par de l'arsenic mélangé à l'encre de son encrier, exactement selon la méthode décrite dans les lettres de Blanche un siècle plus tôt. Ces coïncidences troublantes ont alimenté toutes sortes de spéculations. Certains y voient la preuve que la malédiction lancée par Blanche continue de s'exercer sur les descendants de ses bourreaux. D'autres, plus rationnels, suggèrent l'existence d'une organisation secrète composée de femmes descendantes des victimes qui perpétuerait la vengeance de génération en génération. Cette seconde hypothèse semble être confirmée par la découverte, en 1975, d'un carnet dissimulé dans les fondations de l'ancienne maison Boudreau, détruite par un incendie suspect. Ce carnet, rédigé par une certaine Marie-Claire Boudreau dans les années 1920, contenait cette note troublante. La promesse faite à Blanche Thibodeau doit être tenue. Nos filles et petites-filles apprendront ce que nos mères et grand-mères ont souffert. La justice de Blanche ne s'arrêtera pas tant qu'il restera un descendant de ces monstres sur la terre de Louisiane. Nous sommes les héritières de sa colère, et nous accomplirons sa volonté jusqu'à la dernière génération. Voilà l'histoire vraie du mariage maudit de Belmont, un secret que les archives louisianaises ont gardé pendant plus d'1 siècle. Mais dites-nous en commentaire, croyez-vous vraiment que cette histoire soit terminée? Pensez-vous que la vengeance de Blanche Thibodeau continue de s'exercer de nos jours? Et si vous descendez vous-même d'une ancienne famille du Sud, n'avez-vous jamais remarqué des morts suspectes parmi vos aïeux? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette histoire avec tous ceux qui aiment les mystères sombres du Sud américain. Car après tout, qui sait quels autres secrets dorment encore dans les bayous brumeux de la Louisiane? Et combien de familles portent encore aujourd'hui le poids de malédictions séculaires?